Bonjour Francis. Bonjour. C'est le moment de la chronique émotion. On va s'intéresser à des artistes que vous aimez. Alors on commence tout de suite en musique avec votre chanteur préféré. Les auditeurs ne seront pas surpris de savoir qu'il s'agit de Georges Brassens. Alors Georges Brassens, un artiste qui vous colle à la peau, Francis Weber, puisqu'il est évidemment associé à votre plus grand succès au cinéma, le Dîner de Caux. Mais c'est toute son œuvre que vous aimez, et pas seulement la chanson qu'on entend dans votre film. Georges Brassens, c'est même une histoire de famille, puisque je crois savoir que l'un de vos fils qui habite aux États-Unis et qui, selon vos dires, est très américanisé, est lui aussi un très grand fan de Georges Brassens, et il en a même tous les disques. Alors la chanson que l'on peut entendre, c'est « Il n'y a pas d'amour heureux », sortie en 1953. Une chanson qui reprend un poème que Louis Aragon avait écrit en 1943 et dans lequel l'auteur y exprime sa conception de l'amour comme un absolu inaccessible. Et cette chanson vous a touché, Francis Weber. En particulier cette phrase « Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard ». Et visiblement, vous avez entendu ce que disait Louis Aragon, puisque apprendre à vivre, c'est quelque chose que vous avez su faire avant qu'il ne soit trop tard. Vous avez en effet déclaré « Avec le temps, j'ai énormément changé, j'ai appris l'humanité », un des mots très forts, et vous ajoutez « Avant, quand je voulais séduire une femme, au lieu de m'intéresser à elle, je cherchais à voir l'effet que je lui faisais dans les yeux. C'est absurde et narcissique, ce sont vos mots. Puis j'ai découvert que la femme qui est en face de vous peut être très intéressante en soi. J'ai compris beaucoup de choses. » Vous vous souvenez avoir dit ça, Francis Weber ? Bien évidemment. Et je peux vous réciter « Il n'y a pas d'amour heureux » par cœur. C'est formidable, le temps d'apprendre à vivre. Que pleurent dans la nuit nos cœurs à l'unisson. Ce qu'il faut de regret pour le moindre frisson, ce qu'il faut de malheur pour la moindre chanson, ce qu'il faut de sanglots pour un air de guitare. Et c'est vrai que j'étais macho et con, mais c'est des choses qui s'adaptent petit à petit. On évolue avec son temps. On évolue, Dieu merci. Ouais. On poursuit notre voyage dans votre univers musical, Francis Weber, avec un compositeur que vous adorez, Jérôme. Oui, et ce compositeur, c'est Giacomo Puccini. Alors, on peut entendre dans le casque Turando. Puccini, c'est l'un de vos compositeurs préférés et il a été utilisé par de nombreux réalisateurs, tels que Coppola, Clint Eastwood, Tony Scott ou encore Woody Allen. Ça vous situe un petit peu la musique. La musique, vous dites souvent même qu'un réalisateur, quand il a choisi la bonne musique, il a fait 50% du job. Bref, Puccini, au-delà de son génie créatif, moi, ce qui me marque chez lui, c'est sa vie qui aurait pu être une pièce de théâtre écrite par vous-même, Francis Weber. Si les auditeurs ne connaissent pas la vie de Puccini, c'est digne d'une de vos pièces. Résumé. Puccini, il naît en 1858 dans la région de Toscane en Italie. À 24 ans, il rencontre une jeune femme, Elvira, qui deviendra plus tard son épouse. Mais au moment où il la rencontre, elle est déjà mariée avec un autre homme. Puccini veut quand même tenter sa chance, d'autant que le mari d'Elvira est souvent absent et très peu soupçonneux. Lorsque la belle Elvira demande à Puccini de lui donner des cours de piano, il accepte avec joie. C'est alors que naît une liaison entre l'élève et son maître. Alors, une liaison que les deux tourtereaux veulent cacher, sauf qu'ils ne sont pas du tout discrets. Tout le village de Lucchese en Toscane, désolé pour la prononciation, il est au courant. Enfin, à une exception près, puisque le mari trompé est le seul de toute la région à n'y voir que du feu. Une situation digne d'un vaudeville ou d'un Francis Weber, j'ai envie de dire. Les deux amoureux finissent par partir vivre ensemble, mais l'histoire incroyable de la vie de Puccini ne s'arrête pas là. En 1909, la domestique de Puccini se suicide par empoisonnement après avoir été accusée par Elvira, la femme de Puccini, d'avoir eu une relation avec le compositeur. Sauf qu'en réalité, c'était la sœur de la domestique qui avait une liaison avec Puccini. Et la domestique, elle, ne servait que de médiatrice entre les deux amants et elle s'est suicidée pour ne pas trahir un secret qui devenait trop lourd à porter. Une histoire incroyable. Vous auriez pu l'écrire, Francis Weber, cette vie. C'est fabuleux de toute façon, c'est extraordinaire. Voilà un homme à qui il est arrivé plein de choses. C'est ça, et encore une fois, ça se vérifie que les histoires de vie sont les plus inspirantes, évidemment, pour le théâtre. Vous savez ce que disait quelqu'un que j'ai oublié d'ailleurs, parce qu'il a dit, mais lui, il disait la différence entre la vie et la fiction, c'est que la fiction a besoin d'être vraisemblable. Exactement. Et la vie, pas du tout. Ce que vous racontez là est extraordinaire, que le seul qui ne sache pas, alors que tout le village sait, c'est le cocu. C'est extravagant, écoutez. Et c'est du comique, on est d'accord. On poursuit avec de la littérature, Jérôme. Oui, et votre livre de chevet du moment, Francis Weber, c'est Le Grand Monde de Pierre Lemaître. Oui. Qui, on le rappelle, a obtenu le prix Goncourt en 2013. Alors, Le Grand Monde, c'est une fresque romanesque en plusieurs volumes, dont le premier est sorti en janvier dernier. L'histoire se déroule durant les 30 Glorieuses et raconte la vie de la famille Pelletier. On peut résumer le livre ainsi, et là encore, on y lirait presque du Francis Weber. 3 histoires d'amour, un lanceur d'alerte,
une mort tragique, une épouse impossible, une descente aux enfers, un imbécile, un chat, une passion soudaine et irrésistible, et puis quelques meurtres, pour couronner le tout. Là encore, comme je viens de le dire, on aurait presque l'impression d'être devant un brouillon de l'une de vos pièces ou de l'un de vos films, Francis Weber. Alors ce qui marque dans l'œuvre de Pierre Lemaitre, c'est sa capacité à savoir mélanger dans son œuvre l'horreur et l'humour, et ce n'est pas sans rappeler quelqu'un que vous admirez, je crois, un certain Billy Wilder, un réalisateur et scénariste que vous appréciez et qui avait la particularité d'exceller à la fois dans les films noirs et la comédie. Billy Wilder, un talent fou, mais pas toujours bien considéré. On dit souvent que les comiques, on les aime, mais qu'on les traite avec condescendance. Eh bien, Billy Wilder, il subissait un peu ça, et il avait eu une phrase absolument géniale à ce sujet, puisqu'un jour, éreinté par la critique malgré des films qui cartonnaient, il a déclaré « Je vais aller pleurer sur le chemin de la banque ». Alors, est-ce que vous pourriez vous reconnaître dans cette citation, vous qui déclariez à propos du manque de reconnaissance que vous avez pu avoir par vos pairs, comme le disait Alphonse Allais, je préfère entrer à la poste qu'à la postérité. C'est une phrase de vous-même. Oui, j'adore ça, mais je me rappelle que j'ai eu un hommage à Cannes. Et j'ai vu un journaliste de Los Angeles Times qui s'appelle Kenneth Turan et qui était stupéfait que j'ai un hommage. Et il m'a simplement dit « Comment ça se fait que vous ayez un hommage ?» Et j'ai répondu parce qu'ils ont vu mon taux de cholestérol et de sucre. Et ils savent que je vais mourir, alors ils me donnent un hommage. Il s'est marré et puis il a compris que sa question était malvenue. Et vous a fait un bon papier. Très bon. Oui. Très, très bon. Francis Weber, Bill Wilder, c'était quelqu'un que vous aimiez beaucoup. C'était peut-être même votre modèle, non? Oui. Simplement, je l'ai tué. Pourquoi? Je vais vous le dire, comme on dirait Sarkozy. Eh bien, je vais vous le dire. En fait, c'est que le dernier film qu'il ait fait, c'est le remake de L'Emmerdeur. Il devait décéder quelques semaines plus tard, mais j'étais heureusement en France à ce moment-là, donc j'ai un alibi, si vous voulez. Mais il a loupé son coup parce qu'il a travaillé... Billy Wilder lui-même disait « il ne faut pas vieillir avec ses acteurs ». Et c'est vrai. Et il a retravaillé avec Jack Lemmon et Walter Matthau. Et évidemment, ils étaient trop vieux pour les rôles. Lui était peut-être malheureusement trop vieux pour le faire et ça n'a pas marché du tout. Et je m'en veux presque. Vous parlez de remake, on va terminer avec du cinéma puisque justement un remake de l'un de vos films cultes arrive bientôt en salle, Francis Weber. Oui. Alors oui, il s'agit du film Le Nouveau Jouet qui sortira le 19 octobre prochain. Un remake du Jouet sorti en 1976 avec Pierre Richard, vous l'évoquiez tout à l'heure, et réalisé cette fois-ci par James Hutt. Alors cette fois-ci, on retrouvera au casting Jamel Debbouze et Daniel Auteuil. On écoute un extrait de la bande-annonce. Vous êtes plutôt du matin ou du soir? Plutôt du midi. Votre père m'a dit que vous ne deviez pas partir sans le cadeau parfait. Je veux ça. Ah non, ça, on peut pas vous le donner, non. Mon père va être déçu. Qui est ce monsieur? Mon nouveau jouet. Votre rémunération serait à la hauteur du désagrément. C'est pas une question d'argent. Au revoir. 2000 € par jour. Alors, dans Le Nouveau Jouet, Jamel Debbouze prend donc la place de Pierre Richard. Il incarne Samy, un jeune de banlieue choisi pour être le jouet du fils de l'homme le plus riche de France, en l'occurrence incarné par Daniel Auteuil. Alors, vous avez déclaré à propos de ce remake, Francis Weber, « J'ai aimé le résultat. Alors que mon film était froid, il y a dans ce remake une chaleur humaine et c'est un apport formidable. » La chaleur humaine, quelque chose que vous avez appris à apprécier avec le temps, Francis Weber, et pas que dans vos films. En début de chronique, je citais Louis Aragon et repris par Brassens, qui disait que le temps apprend à vivre. C'est définitivement votre cas, puisque vous avez déclaré « Avant, j'essayais surtout d'être brillant, numéro 1, faire rire, et puis j'ai découvert que l'autre existait. La vie m'a rendu plus humaniste, plus indulgent, plus que les gens brillants, j'ai appris à aimer les gens bien. » Alors des mots très forts et très émouvants de vous-même qui font penser à une citation de Georges Brassens qui disait, et c'est par là que je terminerai, « La seule révolution possible, c'est d'essayer de s'améliorer soi-même en espérant que les autres fassent la même démarche. Le monde